des changements de fichiers entre Très bien. temps, mais je suis dans l'ombre. Enfin, une ombre un peu active, mais Oui, une ombre lumineuse. Bien, donc cette troisième table ronde vient un petit peu interroger les écritures de plateau et les esthétiques émergentes, avec cette sous-question nouveaux outils, nouvelles écritures. Et je vous propose peut-être que l'on commence avec la compagnie Octo, qui va nous parler un petit peu de son travail et de sa démarche. D'accord. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Laura Clément. Je suis à la mise en scène et à l'écriture dans la compagnie. Et je te laisse te présenter. Oui, j'ai peur de... Oui, c'est bon. Et du coup, moi, je suis Laura Boisaubert et je suis comédienne dans la compagnie, également chargée de la communication et des actions culturelles. Et je fais l'aide à la dramaturgie sur le dernier spectacle de la compagnie. Notre compagnie est basée à Pessac, en Nouvelle-Aquitaine. Et on joue principalement dans cette région-là et on est aussi en Île-de-France. Alors, sur la question de la lumière et de la scénographie, la question a été abordée de façon différente à chacun de nos spectacles. On travaille avec Orazio Trotta sur la lumière et sur la scénographie sur la dernière création. Donc cette création qu'on a en ce moment s'appelle Patty's Got a Gun. C'est une création autour des années 70 et des années de plomb et de l'enlèvement de Patricia. C'est inspiré de l'enlèvement de Patricia Hearst par un groupuscule d'extrême gauche qui va réclamer une rançon à son père. Nous, quand on a travaillé sur ce spectacle, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on a un gros temps de recherche où on explore en fait plusieurs pistes. On travaille beaucoup sur des personnages ayant réellement existé. Donc on écrit à partir de l'histoire et on travaille sur le concept d'uchronie, qui est réécrire l'histoire du côté des vaincus et de ceux que l'histoire a oubliés, dans la volonté aussi de réhabiliter la mémoire, notamment de personnages féminins, de personnes, de femmes et de personnes queer LGBTQI+. Et c'est vrai que sur ce qui est de Patty, en tout cas, on a été assez rapidement amené sur l'idée des échafaudages, notamment, donc effectivement, parce qu'on voulait parler des luttes ouvrières. Donc c'est quelque chose qui nous est venu automatiquement au niveau de l'image. On en a parlé avec Orazio, qui nous a fait des propositions assez rapidement. Et effectivement, nous, notre travail avec lui, qui donc est notre scénographe et créateur lumière, a été différent sur cette deuxième création, parce que pour la deuxième création, du coup, on est arrivés tous en même temps sur le travail. Orazio avait même reçu le texte de ta part en premier, enfin les textes qui existaient, parce qu'après on fait aussi pas mal d'improvisation sur des thèmes et on réécrit au plateau. Il y avait vraiment des moments donnés où le travail qu'on faisait en tant que comédienne sur le plateau était totalement en parallèle avec lui, son travail de construction de la scénographie et de la lumière. Donc c'était des petits moments de répétition à jouer avec les flashs en même temps qui étaient en train de se mettre en place. Et ça nous a très vite permis en fait de créer notre univers aussi mental et notre imaginaire autour de ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que ça se complétait très, très facilement. C'était beaucoup plus simple pour nous aussi, parce que c'est vrai que les années 70, on en a des images, mais ça reste un peu lointain. Puis on voulait quelque chose qui n'était pas forcément totalement réaliste. Et donc d'avoir ces échafaudages le plus rapidement possible et les lumières en fait le plus rapidement possible, ça nous a aussi aidé à nous situer dans l'action. Orazio Trotta, qui fait partie de l'Union des créateurs lumière, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui aurait bien voulu être là. Ah oui, tout à fait, qui vous salue d'ailleurs toutes et tous. Et à ce sujet, quand on lui a parlé en fait, de la volonté notamment d'illustrer aussi les questions de classe sociale et de strates, de sphères médiatiques, politiques, financières, puisque c'est une enquête en fait, médiatique et politique qu'on a voulu retranscrire. On a eu envie de hauteur, de symboliser en fait, ces hauteurs par différents plateaux. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais on le verra après sur la suite des photos. Pardon. Sur la suite des photos, où donc il y a vraiment différentes hauteurs de plateaux, même quand il s'agit des plateaux qui sont au sol. Et on a fait le choix dans la discussion d'intégrer le régisseur qui est Rémi Chevillard, qui accompagne Orazio
Trotta sur le travail de création lumière, d'intégrer le régisseur et la créatrice sonore sur le plateau. Donc le régisseur se trouve alors sur une autre... On aperçoit Justine Gaucherand, du coup, qui est notre créatrice musicale. Et donc, du coup, elle est sur le plateau. Et en fait, sur la tour opposée, on a Rémi, qui, du coup, est à la régie. Voilà. Et ils sont pleinement intégrés à la scénographie du spectacle. Voilà, il est juste ici, là. Et donc, il est à la fois... c'est comme ça aussi qu'on l'avait pensé avec Orazio, c'est que tous les artisans du spectacle sont représentés sur la scène. Comme étant aussi les ouvriers et les ouvrières de cette création-là. On peut avancer un peu sur la lumière, mais c'est vrai que dans ce travail justement autour des années 70, comme on n'avait pas envie de reproduire quelque chose de réaliste, j'ai fait part à Orazio de la volonté d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu de quelque chose de pop, de coloré, de Tarantino un peu. Donc il l'a très bien retranscrit aussi d'un point de vue lumière, et ça a réussi à nous aider aussi à penser plus grand et à oser des choses beaucoup plus décalées. Voilà. Donc c'est vraiment une influence commune qui se crée quand on travaille dessus. Donc ça c'est le premier spectacle qui a été créé de façon totalement différente. Orazio est arrivé après en fait la création du spectacle Levez-vous pour les bâtardes, qui raconte l'histoire de la sœur de Shakespeare et qui est un spectacle de Tréteau. Donc toujours dans cette histoire de réécrire l'histoire qui en fait serait la première actrice qui serait montée sur scène malgré l'interdiction. Et donc on a recréé une sorte d'univers qui se situe entre le 16e et le 17e, on ne sait pas trop, et qui est là illustré par un tréteau en fait, de théâtre, donc c'est du théâtre de l'adresse. Et Orazio a très bien retranscrit la volonté d'avoir plusieurs mondes en fait qui se superposent, qui sont celui du théâtre, d'un théâtre à l'ancienne, d'un théâtre qui serait éclairé à la bougie presque, et un théâtre beaucoup plus froid, contemporain, avec un éclairage qui se rapproche de celui de bancs de vestiaire en fait dans un gymnase. Voilà, quelque chose de plus dur, qui est la réalité en fait de ces jeunes femmes qui veulent réhabiliter son histoire. Et ça a été beaucoup... du coup, en travaillant sur Paty, on a vu la différence, étant donné que sur Les Bâtardes, comme le disait très bien Laura, il est arrivé plus tard. Du coup, on a recréé les lumières en fait, avec lui pour pouvoir continuer le spectacle et son exploitation. Et ça nous a, transporté sur complètement autre chose. Donc, même pour nous, ça nous a amené à penser un jeu qui était un peu plus différent, qui était un peu plus proche de ce qu'on voulait à la base de retranscrire avec le théâtre du Globe et voilà ce théâtre qui pourrait aussi être à l'extérieur. Et notamment, on a créé une version extérieure avec Orazio également grâce à ça. Voilà, ça fait partie en fait, de la volonté de la compagnie. En ce moment, on est en train de repenser le spectacle Patty's Got a Gun pour l'espace public. Donc c'est pareil, c'est l'idée de voir comment Orazio va pouvoir essayer de faire en sorte qu'on soit le plus autonome possible en rajoutant des barres en fait, sur le spectacle précédent, rajoutant des barres de métal pour pouvoir y accrocher toute la lumière. Et d'ailleurs pour cette lumière, il s'est beaucoup inspiré d'objets qui ne sont pas des projecteurs classiques. Il a utilisé beaucoup de phares de voitures. Et dans cette retranscription qui aura lieu dans l'espace public, il nous a fait la proposition d'utiliser des vraies voitures, qui seraient des voitures qui seraient prêtées par le public qui nous accueillerait. Voilà. Et avec des batteries de secours. Évidemment. Mais en ce moment, vu le prix de l'essence, je ne sais pas si ça se fera. On espère. Donc ici, c'est la dernière création de la compagnie qui va avoir lieu d'ici 3 ans. On est en compagnonnage dans la Nouvelle-Aquitaine et Orazio sera à nouveau à la création lumière, mais là, on a fait appel à un scénographe qui est spécialisé dans les tables rondes, puisque ce sera autour de l'Uchronie aussi, mais cette fois-ci, après les années 70, on va dans le médiéval et dans l'heroic fantasy. Voilà. Un petit peu pour notre manière de fonctionner. Et donc ce sera une table de 90 mètres de circonférence qui pourra accueillir le public tout autour et où les comédiens et comédiennes pourront être assis autour et monter sur cette table plateau. Voilà. Et c'est une scénographie de Yves Chaudouette. Voilà.
Merci beaucoup. Horacio est également l'éclairagiste avec qui vous travaillez dans la compagnie des Entichés. Quel hasard. C'est ça. Ça aurait dû être le crois thème. que ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Horacio Trotta est aussi notre éclairagiste. Faire assez court, nous on est une compagnie basée en région centre, près de Bourges. Peut-être pour expliquer, on fait très rapidement, ça sera plus simple si on voit ce qu'on vous a envoyé autour de EcoEuro, notre précédente création où Horacio travaillait dessus. Voilà. On fait rapide. Alors, avec Horacio, donc vous voyez qu'on utilise Svoboda, c'est pour ça que c'était rigolo qu'on parle de Svoboda tout à l'heure. Horacio, il est arrivé très rapidement dans la création, il était là au tout départ, avec notre créateur sonore Timothée Langlois. Et donc Milly et moi-même sommes co-autrices et co-metteuses en scène. On n'écrit pas vraiment de l'écriture de plateau, mais un théâtre documenté à partir du réel, avec après des collègues de parole. Et en fait, on envisage vraiment, nous, la création, en tout cas, complète, c'est-à-dire avec notre créateur sonore et notre créateur lumière constamment avec nous à partir du jour 1. Et tous les deux travaillent vraiment en binôme. C'est un vrai binôme, là, Horacio et Timothée. Donc le son et la lumière. La scénographie, elle a été créée par une autre personne. Donc nous, notre binôme, c'est vraiment son et lumière. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. C'est un spectacle sur le monde rural qui s'appelle EcoEuro. On va en voir un petit extrait vidéo pour que vous compreniez un peu plus ce qu'on cherche à créer, en tout cas avec la lumière. Horacio, nous, la demande qu'on lui a faite avec Milly, c'est vraiment on écrit nos spectacles comme un scénario de cinéma avec un plan séquence. Donc la lumière, elle est indispensable, bien évidemment. Et elle est indispensable pour le temps qui s'écoule, pour le respect de ce plan séquence. Donc c'était tout son travail à lui. Thomas, on n'a plus rien. Tu comprends ça? Plus rien. 75% de notre territoire est en cours d'abandon par l'État, par les services publics. Je t'envie parce que la merde dans laquelle on était ici et encore maintenant, t'en avais rien à foutre. Mais qu'est-ce que vous faites avec 3600 € quand vous en attendez 44 000? C'est pas normal. Je ne comprends pas pourquoi on doit toujours faire des choix absurdes. Avoir plus d'habitants ou sauver l'économie locale. Je t'envie parce que t'es resté loin d'ici. Les communes sont étranglées, pourtant elles sont indispensables. Elles sont victimes d'un sentiment d'abandon et presque parfois de dédain. Et non, bah alors, moi, juste pour ajouter, voilà, pour le travail qu'on a pu faire, par exemple, sur ce spectacle, et comment dire, ça reprend un peu ce qui a été dit plus tôt dans l'après-midi. Nous, c'est vrai qu'on a toujours travaillé avec une scénographie qui était vraiment pensée en amont, mais qui était effectivement assez souple, en tout cas, qui n'était pas du tout ancrée dans quelque chose de concret, et que la lumière faisait réellement espace, et que c'était plus par des jeux de lumière qu'on pouvait figurer des différents espaces. Et là, typiquement, dans le spectacle dont vous avez vu des extraits éco-ruraux, il y a beaucoup de scènes qui se passent sur une exploitation agricole. Et la question, justement, de montrer l'univers de l'exploitation, ou que ce soit donc l'intérieur de cette exploitation ou même l'extérieur, a toujours été pensée avec la lumière. Et d'où justement l'utilisation de lumière comme les Svoboda, les néons, qui nous apparaissaient voilà, une bonne piste avec Horacio pour figurer cet univers, parce qu'on a hésité, mais on a décidé qu'il n'y aurait pas de foin, qu'il n'y aurait pas d'objets, qu'il n'y aurait pas d'accessoires, et qu'effectivement la lumière et les comédiens figureraient cet espace-là complètement. Et juste pour ajouter que... vous l'avez compris, je pense que la compagnie Octo et les Entichés, on est quand même des compagnies qui ne sont pas artistes associés de CDN ou de scène nationale.
donc qui travaillons avec des moyens de production quand même plus faibles que d'autres artistes. C'est pas du tout pour faire un ouin-ouin, pas du tout, hein. Mais pour dire que nos créateurs, qu'ils soient à la lumière, à la scénographie, et au son, ou au costume aussi d'ailleurs, sont nécessairement impliqués avec nous dans la réflexion d'adapter les spectacles au lieu de diffusion. C'était aussi la thématique, je crois, de notre table ronde. Avec Éco-Ruraux, par exemple, la scénographie est entièrement modulable. On a eu la chance, elle a été réalisée dans les ateliers de la Maison de la Culture de Bourges. Donc déjà, on avait des créateurs quand même très compétents, mais on avait cette nécessité qu'elle soit adaptable partout. C'est-à-dire qu'elle puisse jouer à la fois sur un plateau de 15 mètres de large, comme dans une salle des fêtes. Et Orazio devait aussi avoir cette problématique-là en tête, à savoir adapter la lumière aux espaces, donc aux salles des fêtes, donc aux puissances aussi électriques qui sont possibles. Et ce qui n'est pas toujours simple aussi pour les créateurs lumière, hein, qui pensent à une certaine esthétique de leur lumière et qui, quand ils se retrouvent à mettre des LED à la place de Svoboda, je peux vous dire qu'ils tirent quand même la tête. Enfin, vous imaginez, je suppose. Mais voilà, en tout cas, c'est des contraintes qu'on leur donne aussi avec nous. Et je pense Orazio, qui est quand même qui a plus de 60 ans, qui a travaillé dans des grandes salles, ça a été pour lui un sacré challenge en fait de devoir réfléchir à une adaptation complète à chaque lieu. Il faut savoir que les tournées, là, ça a joué 65 fois Éco-Ruraux, c'est des tournées dans des lieux où vous jouez une date, hein, c'est pas une série où vous jouez 10 dates au Théâtre de la Cité à Toulouse, c'est vous jouez que dans des petites salles, à chaque fois il faut démonter, remonter, vous adapter à une salle des fêtes, une autre salle où il y a d'un seul coup un coq, on ne sait pas pourquoi qu'il est là, enfin vraiment littéralement. Voilà, donc oui. Donc voilà, en tout cas c'est ça qu'on leur a demandé à nos créateurs aussi, c'est de réfléchir en amont à une adaptation. Et ce qu'ils ont fait, et avec grand plaisir, mais c'est le jeu de quand même beaucoup de compagnies, je ne sais pas ce qu'on appelle émergentes ou je ne sais quoi, mais en tout cas de compagnies qui ne sont pas forcément dans des grands lieux prestigieux en tout cas. Merci. On va garder ça. Voilà, on va garder ça, oui. À ce sujet, justement, je partage tout à fait ce que vous pensez, ce que vous dites, Mélanie et Émilie. Nous, on a essayé de réduire le plus possible, mais on s'est davantage appuyé sur un spectacle peut-être plus léger qui est Levez-vous pour les bâtardes pour assurer une tournée plus conséquente, ainsi que des formes plus légères où il y a très peu de scénographie et très peu de lumière, pour pouvoir se permettre de ne pas renier justement sur la plus grosse création actuelle qui est celle de Baptiste Göttingen, où c'est en fait quand même des échafaudages en acier qui nécessitent un poids lourd et il y a 4 mètres et demi de tour. C'est un ancien échafaudage c'est une tour mince. C'est une tour de chasseurs en fait des années 50 qu'on a démontée, qu'on a retrouvée, qu'on a remontée. Bon, il faut la tourner, quoi. Et en effet, nous aussi encore, on est sur une date. Donc, d'un point de vue économique, c'est quand même un modèle assez compliqué. Mais on s'y accroche. On se dit que on est davantage adapté du coup sur de l'espace public pour le coup. Voilà. Et on compte sur les petites formes pour tourner davantage et nous faire des sortes de cartes de visite. Merci. On va passer à... Oui, avec donc cette notion d'esthétique émergente, on va aborder un peu le travail de Nicolas Boudier, en particulier avec Joris Mathieu. Bonjour à tous, et voilà, pareil, ravi d'être avec vous. Je vais essayer d'aborder, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps, je ne crois pas, mais en tout cas, il y a 2 axes, vraiment, moi je suis donc éclairagiste et scénographe, et imposteur depuis 5 heures à peu près, et ravi de l'être, et je pense que c'est à l'endroit de l'imposture qu'on peut fabriquer les choses. Donc c'est vrai que là, je suis d'abord éclairagiste quand même, mais la scénographie est venue assez rapidement, notamment avec Joris Mathieu, avec qui je travaille depuis maintenant 30 ans. La compagnie a été créée en 1998 et nous dirigeons maintenant le CDN de Lyon, le théâtre Nouvelle Génération. Nouvelle génération pour nouvelle génération d'artistes, nouvelle génération de spectateurs et nouvelle génération de formes. C'est vraiment le projet artistique. On investit du coup des formes qui sont plutôt singulières depuis 25 ans, mais je vais 30 ans même. D'abord présenter un autre projet qui est une création que j'ai faite avec un musicien où j'ai réalisé la scénographie et la lumière. Alors je suis positionné en tant que metteur en espace, c'est un nouveau mot qu'on a inventé, on l'a aussi inventé avec Joris au CDN, c'était vraiment important, et c'est peut-être pas une réponse, mais en tout cas une direction sur l'idée de comment réunir scénographie et lumière.
effectivement, c'est des questions d'espace. Et avec Joris, pour poser, je dirais, le travail d'écriture scénique en parallèle de l'écriture littéraire, on a décidé de faire mise en scène, mise en espace. Ce spectacle-là, c'est un peu de cette même façon, mais cette fois avec un compositeur et un musicien qui s'appelle Philippe Gordiani, où j'ai développé tout un système un combo. C'est un casque du coup VR, mais un faux casque VR. C'est un peu un doux rêve d'éclairagiste. C'est un casque à vision rétinienne, complètement artisanal. C'est 3 ou 4 ans de développement. Il y a un casque à conduction osseuse, donc c'est un casque qui se met sur les tempes et qui permet au son de passer, mais de laisser l'oreille ouverte, ce qui était très important. C'est un dispositif immersif pour 44 spectateurs, mais multiphonique, où il y a un gros dispositif son. Donc voilà, l'enjeu était, voilà, c'est un peu, il est assez complexe. On va le regarder un petit peu, puis après je pourrais revenir sur la création du moment. Il était une fois un pays de vaste étendue où rien ne tenait plus en place. Un vent féroce y soufflait tout le jour et la nuit, faiblissant certains soirs mais ne cessant jamais. Les collines y étaient poussées dans le dos, les rochers dérivaient lentement. Même le soleil avait du mal à s'arrimer dans le ciel. Personne d'un peu sensé dans ce pays ne donnait la moindre chance à cette poignée de loqueteux qui s'auto-baptisaient Horde, labouraient le sable et prétendaient qu'au bout de leur quête, quelque chose comme le bonheur serait donné à tous. Parce que, disaient-ils, atteindre la source du vent, c'était pouvoir en maîtriser l'écoulement. Là-haut, en extrême amont, il n'y a strictement rien à voir. Tout est à entendre. Rien n'existe, rien ne subsiste que l'explosion. L'explosion ne détruit rien, elle accouche les sons. Les sons partent et se posent, partent et pollinisent, partent et finissent dans un cri rond. Toute la horde est poussière désormais. Voilà. À l'origine fut la vitesse, le testament de Sophostrocnis, donc c'est adapté du roman de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Voilà, l'idée de l'adaptation scénique en parallèle de l'adaptation littéraire était vraiment importante, comme tout montage de texte, on va dire, mais au plateau, avec la contrainte que c'est un monde, alors c'est un peu fantaisiste au départ, on a beaucoup enlevé malgré tout la fantaisie, ça reste un peu, effectivement, il y a quelque chose d'un peu SF, mais c'est pas vraiment là. C'est un monde qui est traversé par les vents, où les tempêtes sont insupportables, et il y a un groupe de personnes qui doit remonter en fait ce monde pour essayer de boucher la source du vent. Je vous la fais simple. Nous, on a gardé que ça, avec un seul personnage qui est Sophostrocnis, le scribe, celui qui écrit, l'auteur, et il va nous raconter en fait cette quête. Et c'est vrai que le besoin à un moment de retrouver une mise en situation où on peut imaginer être dans la tempête, dans un théâtre, c'est-à-dire oublier le théâtre, oublier l'environnement où on était, c'était pour moi évident qu'il fallait à un moment obstruer la vision. Et du coup, passer par ce casque, que j'ai appelé combo, où on ne perçoit que de la lumière, avec le postulat de dire à un moment, mais c'est suffisant pour imaginer ce monde. Parce que ce monde, il est tellement incroyable, il est tellement fou, il est tellement complexe à réaliser sur un plateau de travail, de théâtre, que l'idée de ne partir que de la lumière et d'avoir juste quelque chose qui va supporter un peu... aider à l'imagination du spectateur pour le laisser lui-même imaginer le monde, en fait, et le traverser, puisqu'en fait, le spectateur, en quelque sorte, rentre spectateur. Au bout d'un spectacle, devient la horde, et il comprend lui-même, aussi avec des histoires de changement de temps, on lui parle au jeu, on lui parle au tu, on lui parle au nous, et du coup, il rentre, il vit la tempête, donc c'est la partie immersive qui dure quand même 30 minutes. Donc l'immersivité, elle est réelle. Je veux dire, souvent, on parle d'immersivité, il y a des écrans, on est un peu dedans. Là, on vit une expérience qui est toujours à la limite du supportable. On a vraiment fait attention à ça, même si pour certaines personnes, c'est difficile.
autant au niveau visuel que sonore. Mais en tout cas, on voulait retrouver cette sensation de la tempête. Et c'est vrai que comment faire ça au théâtre ? Et c'est toujours la question. On y arrive, même dans un rapport frontal. Hein, la notion de réalité, elle est importante. Et à la fois, c'est une réalité qui est complètement détournée. C'est un peu comme lire un livre et se faire des images. En fait, quand on lit un livre, on a des images. Et souvent, on n'a même pas conscience de ça. Et je me suis dit, c'est peut-être possible de retrouver ça juste avec la lumière. Et un petit peu de vidéo pour essayer aussi à un moment de travailler un endroit qui était plus numérique. Mais en tout cas, faire le postulat que le spectateur, et je rejoins quand tu disais qu'est-ce qui se passe entre le spectateur et l'objet artistique, et la salle, cette densité qu'il y a, cette matière en fait informelle qu'il y a entre le spectateur et la scène, c'est là où le théâtre se fabrique. Donc en fait, j'ai désencombré peut-être aussi complètement la scène et il n'y a plus que la lumière. Donc c'est 20 minutes plongées dans un regard. Alors, elles sont là, les lumières, les couleurs, mais on les fabrique aussi. C'est vrai que l'œil, et je dis casque VR en rigolant, pas pour virtual reality, mais pour casque à vision rétinienne. Et ça, pour ça, je dis, c'est un nouveau rêve d'éclairagiste. Ou un casque où on ne voit rien même. Et ça me fait aller peut-être vers cette nouvelle création. Donc je suis en train de faire maintenant avec Joris Mathieu au CDN, où ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis aussi toutes les avancées technologiques en matière de VR et de AR. Donc AR, réalité augmentée. VR, c'est un univers complètement fermé, on est dans un casque. AR, c'est, on vous voit, on a une lunette qui est donc translucide, une lunette normale, mais on peut rajouter des images virtuelles en 3D dans l'espace, et avoir vraiment de la profondeur, des déplacements, ce qu'on veut. Donc cette prochaine création va voir le jour en février, on est en plein dedans. Ça fait 10 ans que je travaille sur effectivement essayer d'arriver à réunir en fait les possibilités d'un premier spectacle en réalité augmentée. On vise quand même une centaine de spectateurs, ça aussi c'était complexe, c'était impossible il y a 10 ans. 5 ans, ça a commencé à devenir un peu plus imaginable, et là ça fait 2 ans que j'ai réussi du coup à faire des contacts avec des fabricants de lunettes, donc aux États-Unis, Magic Leap, avec la chance qu'ils sont justement en train de sortir la 2, donc en fait ils déstockent la 1, donc ça a été possible de les acheter. C'est très complexe, c'est beaucoup de développement, c'est un champ du théâtre, on n'a pas l'habitude, mais comme je dis toujours, c'est pas une révolution. On parle de révolution numérique, mais je pense que le théâtre, et tu le disais bien aussi avec des gens comme Svoboda ou d'autres, le théâtre c'est toujours en permanence approprier les outils les plus technologiques, en fait, depuis Shakespeare jusqu'à maintenant, en fait, les metteurs en scène, les scénographes, les éclairagistes vont chercher les nouvelles technologies et les appliquent au théâtre. Donc c'est aussi un champ d'innovation très fort, et du coup avec Joris Mathieu, c'est vraiment aussi un endroit de recherche très fort. Pourquoi les lunettes de réalité augmentée aujourd'hui ? Du coup, il y a... la compagnie, effectivement, a été créée en 1998. Je vais passer les premières années, mais on peut peut-être montrer quelques images. On a beaucoup travaillé avec le Paper Ghost, qu'on a nommé théâtre optique, aussi en référence à Pierrick Saurin. Donc l'idée, quand même, d'une scène augmentée, où l'image se fabrique à la fois avec la vidéo. Ouais, tu peux tourner la vidéo, la lumière... et les comédiens, mais où on a un espace, un écran qui est doué de profondeur et où les comédiens peuvent habiter les images. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'écran 2D. La réalité virtuelle du coup est projetée sur scène, c'est une image reflétée par un écran que le public ne voit pas. Et effectivement, ça permet de créer un univers quand même qui est vraiment de l'ordre de la perception aussi. Il y a des trucs très sombres que j'ai pas eu le temps de retravailler, c'est vraiment très très sombre. Je disais beaucoup théâtre optique et hypnotique. C'est-à-dire que Les Anges mineurs, donc c'est un spectacle, c'est 2003, je crois. Celle-ci, tu peux les passer parce que, voilà, arrête-toi là. Qui était, oui, assez sombre et optique et hypnotique. C'est l'endroit aussi où du théâtre, on a le droit de s'endormir, de partir dans les rêves. Et à un moment, on ne sait plus si vraiment ce qu'on a vu, on l'a imaginé, on l'a rêvé, ou si vraiment ça a été présenté sur scène. Donc Les Anges mineurs, c'est, oui, 5 heures de spectacle, avec une soupe à la mouette au milieu, pour l'entracte. Et voilà, ça, il y a quelques images, alors je ne sais pas si on voit très bien, c'est un autre dispositif qu'on a fait juste après qui s'appelle Le Bardo, qui était un spectacle qui durait 7 heures, où les comédiens jouaient, tu peux t'arrêter aussi, jouaient 7 heures de suite. J'ai peu d'images, ouais, tu peux t'arrêter, ouais. J'ai peu d'images de ce travail-là, puisqu'en fait c'était un labyrinthe, donc qui était à peu près sur 2500 mètres carrés, où on avait reconstruit les décors au fur et à mesure de résidence dans plusieurs pays et villes, et on mettait bout à bout les décors. Et en fait, on augmentait quelque part le lieu où on travaillait, in situ. Ça rejoint un petit peu, vous en êtes aussi. Et
Et à la fin, ça faisait un énorme parcours pour le spectateur. Donc c'était un spectateur, toutes les 6 minutes, qui rentrait dans le dispositif. C'était un dispositif qui était complètement géré par ordinateur avec des capteurs de pression, de présence. Il n'y avait pas de régisseur à l'intérieur. Donc c'est le public, en fait, qui, en poussant des portes, en s'asseyant sur des sièges, déclenchait des séquences visuelles et sonores. Ce spectacle aussi a été... c'est un peu une utopie, vraiment, puisque pour le monter, il fallait, je pense, 3 semaines à 30 personnes. Et on faisait, en gros, un spectateur toutes les 6 minutes. Donc il a été monté quand même plusieurs fois. On a fait la première traversée du Bardo. Le Bardo et les Anges mineurs, je cite quand même Antoine Volodine, un immense écrivain. Je pense que c'est sûrement un des écrivains les plus importants du XXe et XXIe siècle à lire. C'est un peu l'écriture du désastre et du noir, le chaos, mais c'est un univers fantastique. Et d'ailleurs, il a fini par jouer dans le Bardo. Et le Bardo, c'est le livre des morts tibétains, c'est vraiment l'accompagnement vers la mort. Donc les gens, moi j'ai un très beau souvenir, j'étais à la fin du dispositif et je recevais les gens. Et donc les gens traversaient tout seuls, des fois ils se paumaient, des fois ils retrouvaient des acteurs qui étaient aussi paumés dans le dispositif, ils disaient mais je sais pas comment il faut sortir, ça fait 3 heures que je suis là et je ne comprends pas, et puis on savait plus qui était qui, puis à un moment on avait quelqu'un en face de nous, puis tout d'un coup on nous appelait au téléphone, et puis tout d'un coup la personne qui était en face de nous disparaissait, et un fantôme venait nous parler en disant mais oublie ton nom, de toute façon c'est la fin. Donc c'était un peu, et quelqu'un à un moment sorti cette dame me dit, ça m'est toujours resté, ça me fait encore un peu elle me dit, mais tout ça pour moi. Et ouais, c'était quand même un truc de dingue. Voilà. Et Urbic Orbic, alors c'est un autre dispositif de théâtre optique, mais à l'envers. Là, tu peux passer quelques images. Donc là, j'ai retourné le dispositif. Et ce qui permettait, parce que du coup, le théâtre optique, souvent, c'est un écran vidéo qui est au-dessus, avec des images qui se reflètent sur un écran que le public ne voit pas. Là, j'ai retourné le dispositif. Il y avait un grand cadre devant qui faisait à peu près 11 mètres par 5 mètres 50, qui était aussi une surface de projection, avec un tulle, et les comédiens jouaient sur une scène. Derrière le cadre, le fait d'avoir retourné le dispositif, donc le Paper Ghost était couché à l'envers, ça permettait aussi de faire jouer les comédiens couchés, et que les comédiens puissent se refléter, dupliquer les meubles, pour à un moment arriver à des choses, de retourner aussi. Alors on ne sait plus trop qu'est-ce qui est vidéo, qu'est-ce qui est lumière, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est... Alors Bob Wilson m'a beaucoup inspiré. Et James Turrell aussi, ouais. Voilà, il y avait un vol aussi à un moment, donc il y a un des personnages aussi qui était dans l'espace. Ça, c'est un prochain spectacle qui s'appelle Cosmos. Et voilà, mais du coup, j'ai beaucoup retraversé le principe du théâtre optique, je l'ai un peu tourné dans tous les sens. C'est sans fin. Voilà, ça c'est Cosmos, c'est un autre spectacle qui était très technologique, avec une double tournette, intérieur-extérieur, qui était désolidarisée. C'est un nouveau matériau que j'ai utilisé à l'époque qui s'appelait l'holoscreen, qui est un écran microprismé qui permet d'imprimer la vidéo sur une surface transparente. L'écran du bas tournait avec la tournette, l'écran du haut était fixe. Et tous les comédiens étaient déplacés par la tournette, en fait, en permanence. Ça fait à la fois de surface de vidéo, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît avec l'holoscreen, justement, c'est l'écran dans son double sens. L'écran qui peut accueillir des images, mais l'écran qui fait obstacle. Et il y a quelque chose aussi de cet ordre-là dans le travail. Voilà. Et après, il y avait un énorme store vénitien qui descendait, qui faisait 7 mètres par 4, avec un trou au milieu, qui permettrait de recadrer la vision. Donc ces notions ont pas mal traversé notre travail. C'est vrai, c'est l'écran doué de profondeur, qui est habité par les comédiens, l'image habitée par les comédiens, l'idée du recadrage de la vision, du public qui était très important, et c'est vrai qu'on en parlait dernièrement, beaucoup de nos spectacles qui jouent vraiment sur la perception ont demandé à avoir des jauges réduites. Donc on a fait le choix à un moment de jouer que devant 100 personnes, 150 personnes, même dans des salles qui étaient de 800 ou 2000. Il faut penser à conclure. Et peut-être Cosmos on passe, peut-être un suivant parce que je l'aime bien, il est rigolo. Hikikomori, un autre théâtre optique avec 3 narrations où tout le monde voyait la même image, mais personne n'avait la même histoire. Et juste celui d'après, ça c'était adressé un peu au jeune public, Artefact, un spectacle avec des machines, avec un robot industriel et 2 imprimantes 3D, où les machines ont le projet des hommes de continuer le théâtre après la disparition des hommes. Et avec 3 têtes optiques inversées où le public est autour. C'était un spectacle où le public se déplaçait aussi avec des casques, tu peux enchaîner. Tout est fabriqué avec des machines, c'est-à-dire que l'écriture est avec un chatbot, un robot conversationnel. Les voix sont des voix de synthèse pour les comédiens. Et donc la scénographie est développée vraiment autour des machines. Alors le robot dit Shakespeare,
le To Be or Not To Be, avec tous les objets. C'est un peu un robot marionnettique qui va déplacer des objets et nous raconter du Shakespeare. Il y a Karel Čapek, qui est l'auteur tchèque qui a le premier inventé le mot robot dans Roure, et Beckett, qui est là à attendre, on sait je ne sais pas quoi, mais il attend en tout cas les fameuses... Alors je les appelais les déprimantes 3D, parce qu'on a vraiment galéré. Voilà, mon driver fétiche. Rapidement, on peut passer développement d'un objet avec le laitier à Grenoble, qui est le département d'optique et d'optonique, avec le développement d'un hologramme à 360 degrés, et un vrai hologramme à 360 degrés. On peut tourner autour, voilà, pour rentrer dans les détails, mais on n'aura pas le temps. Peut-être encore après, ça c'est Frères Sorcières, encore Volodine, avec un décor très mécanisé aussi. Et celui-là, voilà, que j'aime bien, parce qu'on parle de scénographie et de lumière. Moi, les mammouths, Manuela Drager, c'est un hétéronyme de Volodine, petit texte avec une superbe comédienne, Maud Perrache, où j'ai fabriqué une toile phosphorescente, et où du coup, c'était la toile qui donnait la lumière. Donc c'était vraiment très lié, quelques fluos, des sodiums à basse pression, le début des LED, tu peux passer un petit peu, et des flash photos. Et en fait, on peut voir qu'elle écrit sur la toile, et en fait, ce qui était très beau, c'est que quand je faisais un flash photo, ça créait une ombre et l'ombre restait. Par contre, elle devenait ombre, elle se déplaçait. Donc c'était une ombre en 3D. Alors, il y a toujours cette réflexion entre le réel, le virtuel, le perceptif. Ça, on peut passer. C'est une expo à Confluence avec des théâtres optiques aussi, avec en décor réel. Donc c'est toujours des décors réels avec des présences virtuelles dedans. Un petit dispositif aussi de théâtre optique où on est 1 à 1, en marge. Voilà, c'est la dernière création, mais je crois qu'on va arriver au bout, puisqu'après c'est à l'origine. Voilà, je n'ai pas le temps de tout raconter, mais voilà, il y aura encore beaucoup à dire. Mais c'est vrai que du coup, alors je finis juste par l'idée et je conclue avec ça, l'idée de cette création avec les lunettes de réalité augmentée. À l'endroit de la scénographie et de la lumière, c'est immense. Je travaille dessus très longtemps, donc je reviens du coup là-dessus, mais me pose la question de me dire, voilà, tout est possible avec les lunettes de réalité augmentée. On peut vraiment tout apparaître. Il y a beaucoup, beaucoup d'objets. Donc j'ai plongé dans les banques d'images virtuelles et je me suis dit, mais voilà, quoi faire ? Et je me suis dit, aujourd'hui, est-ce que je continue à dématérialiser le monde ? C'est-à-dire aller chercher des objets virtuels et les faire sur une scène de théâtre, ce qui peut-être à un moment, contribuer à peut-être des premiers spectacles où il n'y aurait plus du tout de décor, plus de lumière, plus de comédiens. Comédiens, on l'a déjà fait, les pauvres. Et je me suis dit, non, alors je vais aller chercher des modèles 3D. Donc toute la scénographie sera faite avec des modèles 3D puisés dans les banques d'images virtuelles. Mais je vais refaire ces modèles en atelier. C'est-à-dire que je vais refaire à l'identique des modèles 3D qui vont être construits en atelier, où il y aura la déco qui va être faite à l'identique. Après, ça va me permettre de les poser sur scène et de les superposer avec le virtuel et de travailler cette interaction entre réel et virtuel. Donc l'endroit de la scénographie, je dirais, j'arrive à trouver une trajectoire qui me va. C'est-à-dire que je continue à faire travailler des ateliers, des décos, des équipes. Et c'est vraiment important pour moi aussi, dans ce rapport à la virtualité, dans ce monde qui se dématérialise. Si on le montre, c'est pas pour aller avec, c'est justement pour qu'on puisse prendre des distances et voir quelque part les usages qu'on peut en faire. La lumière, c'est encore un autre problème, parce que la lumière, elle est demandeuse de beaucoup de ressources. Travailler l'éclairage en temps réel sur des objets embarqués, sur des lunettes de réalité virtuelle, c'est encore tôt. Ça sera peut-être dans 2-3 ans, mais pour l'instant, les ressources ne sont pas suffisantes. Donc, il y a de toute façon un travail d'interaction qui se ferait de toute façon entre le modèle 3D, le réel et la lumière qui est traditionnelle. Alors, évidemment, les LED qui sont un apport phénoménal pour la trichromie et justement pour pouvoir s'adapter en fait aux ambiances, aux textures. Voilà, on est au début, mais c'est vrai que ça pose vraiment un nouvel horizon et des possibilités immenses, mais qui sont, j'ai l'impression, à manier avec beaucoup de délicatesse aussi sur quel monde on veut pour demain, quelle vision on a du monde de demain, quel usage on va en faire, et cette technologie immersive virtuelle qui nous arrive, je pense qu'il faut la questionner, et c'est aussi l'endroit du théâtre où il faut le faire, notamment auprès des jeunes publics, et ne pas laisser tous ces outils être déversés, en fait, je dirais, de manière un peu mainstream à toutes les nouvelles générations qui vont arriver. Et je pense qu'il y a vraiment communication à avoir. Et voilà, en tout cas, on est en plein dedans. Et c'est génial. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Merci d'avoir... merci.
Est-ce qu'il y a, on est un petit peu en retard sur le programme. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des remarques ou des... Je vais parler vite. Oui. C'est vraiment un casque, mais c'est pas fermé comme la VR, comme la réalité virtuelle. Donc c'est des lunettes où on voit à travers, vraiment. Donc c'est comme une lentille normale. Après, il y a un écran. C'est tous ces principes en fait de possibilité de créer des images sur des surfaces transparentes. Mais l'image, par contre, est positionnable en 3D dans l'espace. Et du coup, on ne rabat pas quoi que ce soit. La seule complexité qu'il y a aussi, petite parenthèse, j'ai travaillé pendant 2-3 jours avec un ophtalmo, parce qu'en fait, on doit adapter la vision du public. Parce que c'est des lunettes où on ne peut pas avoir ces lunettes. Donc pour les gens qui sont myopes, on va corriger que les myopes, il a fallu faire une espèce de kit en prévision du public qu'on allait avoir, en se disant possiblement il y a tant de myopes dans la salle. Et donc j'ai fabriqué un espèce de kit de correction entre moins 1 et moins 9, avec quelques trucs aussi. Voilà. Comment ? Je parlais du spectacle où tu nous as montré des photos, là. Ah oui. Où les gens sont tous assis dans la même direction. Ah oui. Là, c'est comme un calque qu'il y a dessus, c'est ça ? Alors là, c'est totalement un faux casque. C'est un truc que j'ai fabriqué complètement, de A à Z. Donc il y a zéro technologie, hormis le casque à conduction osseuse. Et en fait, il y a juste qu'un calque devant, comme un diffuseur. Ça permet de percevoir la lumière au lointain, mais de projeter de la vidéo dessus. Donc il y a un effet de profondeur qui est alors, je veux vous dire que tous les derniers spectacles aussi, c'est des spectacles full LED. Et avec une envie quand même d'aller vers de moins en moins de projecteurs, puisque à l'origine Feu la vitesse, en fait, c'est un spectacle du coup avec un projecteur sur le public uniquement. Et après, dans la cage du comédien, puisqu'il apparaît, je parle de tout ça, et voilà, la place des comédiens est ultra importante, et d'autant plus dans Artefact, où ils ne sont pas venus, ils ne jouaient pas, mais ils accompagnaient le spectacle, et ils faisaient la rencontre avec le public en disant, aujourd'hui j'ai été remplacé par les machines, mais je vais vous parler de mon métier de comédien. Donc ils étaient là quand même. Et je fais un truc sur à chaque fois quand même, tous ces spectacles n'existent pas sans les comédiens. Et d'ailleurs la compagnie Waycourt, au TNG, c'est Joris Mathieu et moi en 98, et il y a 3 comédiens aussi qui font de la compagnie avec nous. Mais du coup le casque, c'est zéro technologie, je l'ai fabriqué avec des pièces d'imprimante 3D, de la découpe laser, des petits clips, et c'est complètement artisanal, mais ça a été long, beaucoup d'essais, beaucoup de bêta-testing avec du public pour savoir, fabriquer un casque, c'est très dur. Parce que personne n'a les oreilles au même endroit, le nez, c'est pas pareil, les cheveux, ça a été beaucoup de développement. Et au TNG, il y a des gros dispositifs d'aide justement à l'écriture scénique et au développement, recherche et développement. C'est ce que je fais un peu aussi au TNG, qu'on entend beaucoup dans le milieu de l'entreprise, je dirais, mais dans le théâtre, je pense que c'est aussi un vrai défi aujourd'hui de laisser des places pour des concepteurs. Ça revient à la formation que vous vouliez développer sur ces ingénieurs un peu intermédiaires, et je pense que évidemment qu'il faut y aller, parce qu'autrement ça sera trop tard. Et c'est très important, le spectacle est devenu technologique, pas que, il y a plein de formes, mais en tout cas, bien évidemment qu'on y est, quoi. Et je pense qu'il y a des compétences aussi à développer maintenant qui sont très très importantes. Et voilà, et c'est le spectacle. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'avec le casque, les spectateurs se voient ou se devinent quand même entre eux ? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement du spectateur ? C'est très bien comme remarque, parce que tant qu'ils mettent le masque, ils ne se voient pas. Et c'est quelque chose que je voulais toucher aussi en isolant le spectateur, c'est-à-dire qu'on fait une traversée de ce monde ensemble, en tant que communauté, dans un théâtre. C'est aussi le lieu théâtre est un endroit de rassemblement, et c'est très important. Et en fait, quand il traverse effectivement ce monde, il est tout seul. Il crée son imaginaire, il kiffe s'il veut, il a peur, il angoisse, mais en tout cas, il est tout seul. Et c'est vrai qu'il ne se voit pas. Par contre, au milieu du spectacle, on lui demande d'enlever le masque, le comédien lui demande d'enlever le masque, et là, on voit qu'on était ensemble. On voit qu'on a fait le trajet ensemble. C'est vrai que ça parle aussi de la VR aujourd'hui, de ces univers où en fait, on pense être connecté, mais en fait, on est tout seul chez soi, quoi. Et c'était très important, effectivement, qu'il y ait ces 2 parties pour moi, une partie immersive où on est seul, et une partie frontale où on est ensemble. Et après, le spectacle, on l'a détourné en quelque sorte, et on parle effectivement de l'urgence climatique. Et ce vent-là, qui est en train de défoncer ce monde, le comédien en face de nous rappelle, ici et maintenant, que peut-être, en fait, ce dont on parle et ce qu'on vient de voir, qu'on a imaginé comme impossible,
c'est notre monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble face à cette question-là? Donc, c'était vraiment aussi quelque chose qui était présent dès le début, d'avoir ces deux possibilités d'individualisation et après du collectif.